Bonsoir, je suis très content de vous voir ici. Soyez les bienvenus, nos invités qui vous sont présentés tout à l'heure. Je voulais juste mentionner deux, trois choses. Je ne vais pas retarder encore plus la soirée pour vous dire que nous avons un cycle qui s'appelle Sénat européen du centre tchèque que nous avons ouvert en février 2013. Et que dans ce cycle-là, nous avons traité pas mal de sujets socio-culturels, des thèmes tout à fait différents, et que c'est une première soirée où nous sommes associés au FICEP, qui est le Forum des Instituts culturels étrangers à Paris, qui réunit tous les instituts culturels à Paris, et aussi à la Commission nationale de l'UNESCO, représentée ici par David Fajol, qui va présenter et qui va modérer toute la soirée. Donc nous sommes très contents que le Sénat a eu ces deux associés, et je laisse la parole à David Fajol pour vous présenter les invités pour mener le débat. Merci. Merci beaucoup, Michael. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux aussi qu'on soit associé au Forum des Instituts culturels étrangers à Paris, qui est un formidable ressort de diversité culturelle dans la capitale française. C'est toujours utile à rappeler, parce qu'on n'a pas toujours conscience du fait qu'il y a environ 50 représentations culturelles à Paris, ce qui, je crois, est assez unique en son genre. Je dirais juste un petit mot d'un texte de droit international, juste quelques mots pour que ce ne soit pas trop lassant, parce que le droit international c'est pas toujours marrant, mais là c'est assez important. En 2005, il y a une convention de l'UNESCO qui a été signée, qui s'appelle la Convention sur la diversité culturelle, de son vrai nom, Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette année, ce sont les 10 ans de cette convention. C'est une convention qui vise plusieurs objectifs. D'abord, promouvoir la diversité culturelle en tant que telle, comme objectif général, disons, mais également la possibilité pour les États de se doter de politiques culturelles, ce qui, dans des contextes de négociation commerciale, peut être un levier très important de négociation et même de position des États partis à cette convention. Alors, du côté de la Commission nationale française pour l'UNESCO, on souhaite justement promouvoir une série de débats en s'associant avec le FICEP et en rejoignant aujourd'hui le Cénacle européen du centre tchèque sur l'actualité de cet engagement qui a été porté par l'UNESCO et par les États partis à cette convention. Les 10 ans en question, c'est certes un prétexte d'anniversaire, mais c'est aussi un moment assez important. Tout d'abord parce qu'il y a une actualité évidente des valeurs qui sont portées par ce texte, dans un contexte de montée des intolérances, des notions aussi générales que la notion de dialogue interculturel, par exemple, dont on ne sait pas toujours forcément ce que ça peut impliquer, peuvent aujourd'hui résonner encore plus qu'avant. Et d'autre part parce que en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans le domaine de ce qu'on appelle l'offre culturelle, et des industries culturelles, à savoir le grand tournant, la conversion, on dit parfois la conversion numérique. Parce que le texte de cette convention a été rédigé au début des années 2000. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui les acteurs globaux de l'Internet n'existaient pas encore en tant que tels dans leur position dominante. Donc les États réfléchissent actuellement à une actualisation de ce texte. Je salue la présence de l'ambassadeur de France dans la salle, qui œuvre activement justement à essayer de trouver un compromis pour définir des directives opérationnelles, pour faire en sorte que ce texte puisse aussi avoir un impact dans la déclinaison numérique des enjeux liés à l'offre culturelle. Voilà. D'abord,
on pourrait aussi rappeler que ce sont des enjeux qui nous sont tous communs. C'est un peu le principe de ce cycle culture croisée que de rappeler que quand on parle de la musique enregistrée, du livre, de l'audiovisuel et du cinéma, ou encore de la presse, ce n'est pas la France ou l'État français, pour ne parler que de lui, face aux acteurs globaux du numérique. Ça n'est non plus, ça n'est ni l'Allemagne qui lutte dans une sorte de bras de fer bilatéral avec ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ni la République tchèque, etc. On est confronté en commun, notamment au niveau européen, à cet enjeu. Et c'est d'autant plus important à rappeler que souvent le traitement médiatique qui est fait de ces questions parfois techniques est souvent un traitement qui met en scène une sorte de rapport bilatéral, de bras de fer, où on a nos dispositifs de régulation. Je me tourne vers le représentant de l'État à ma droite, justement, qu'on essaie de défendre face à des acteurs économiques dont la puissance de feu est, semble-t-il, sans comparaison, en tout cas d'un point de vue historique. Alors voilà, le débat d'aujourd'hui porte sur la distribution du livre. On a intitulé la toile et le libraire pour ne pas cibler exclusivement sur tel ou tel acteur global qui joue désormais un rôle majeur dans la distribution de livres, qui est donc Amazon, voilà, comme ça on l'a nommé. Mais il n'y a pas que lui, évidemment, mais c'est évidemment un acteur qui joue désormais un rôle très important dans la redistribution des cartes sur la distribution du livre. Et la question qu'on voulait se poser aujourd'hui en présence d'éminents libraires, c'était justement de savoir ce que pouvait devenir aujourd'hui la librairie face à ce tournant numérique qui distribue, qui bouleverse très radicalement les circuits de distribution. Autrement dit, est-ce que la librairie par exemple dite de quartier, est-ce que c'est quelque chose qui est une sorte de lieu dont on a déjà la nostalgie? Est-ce que c'est un lieu qui est voué à disparaître? Est-ce que vous êtes, vous, les libraires autour de la table, des derniers, des Mohicans, qui défendaient une position de principe, mais vous allez peut-être vous faire manger? Derrière les difficultés qu'on cite souvent, auxquelles vous êtes confrontés, il y a évidemment la pression du numérique en tant que tel, ou pour être plus précis, la pression de ce qu'on peut appeler les cybermarchands, certes, mais il y a aussi un facteur qu'on oublie parfois, mais qui est très important en termes de pratiques culturelles, c'est l'effritement du lectorat, et notamment des gros lecteurs. Les enquêtes sur les pratiques culturelles, notamment celles que je connais en France, montrent qu'il y a beaucoup moins de grands lecteurs qu'avant. Je ne sais plus quel est le seuil de grand lecteur. Le grand lecteur, c'est quand il y a un minimum de 20 livres, je crois, lus par an par un individu. La proportion des grands lecteurs a considérablement diminué en 25 ou 30 ans. Et il y a aussi un facteur très important qui est la hausse des loyers, notamment dans les centres-villes, qui peut être un facteur déterminant de pression sur vos budgets, sur vos possibilités de préserver des marges dans des situations parfois de survie économique. Aujourd'hui, on est dans une comparaison franco-tchèque, mais un exemple qu'on pourrait citer par ailleurs, c'est le cas des librairies allemandes à Paris. Alors ça, c'est un cas un peu particulier. Librairies qui ont une offre linguistique étrangère dans une capitale européenne. Les librairies allemandes à Paris, il y en a deux. Elles sont probablement menacées de fermeture dans l'année. La librairie Marissal près des Halles, mais également leurs collègues qui sont, je crois, vers Montmartre, tout à côté. Voilà, donc c'est pas sans poser problème, parce qu'on est, si vous êtes lecteur de livres allemands, ce sont des lieux que vous, j'imagine, vous fréquentez, qui font partie d'une sorte d'environnement un peu naturel, c'est normal, une librairie allemande à Paris. Et bien non, ça ne relève malheureusement pas de l'évidence. Quand on parle des difficultés, là j'ai insisté un peu sur les difficultés liées à ce qu'on appelle les librairies dites indépendantes, mais il y a aussi ces difficultés qui sont valables également pour de très beaux acteurs. La FNAC rencontre des difficultés économiques récurrentes. L'année dernière, les magasins Virgin, la chaîne des magasins Virgin a fermé suite à une faillite en 2013. Le réseau Chapitre a connu le même sort. Alors, en même temps, on peut relativiser les choses, ce tournant technologique est historiquement relativisable. Il y a un bouquin qui est sorti récemment de Vincent Chabot qui s'appelle Vers la fin des librairies. Je crois que c'est sorti
en mai dernier, qui rappelle par exemple que à la fin du 19e, quand sont apparus les premiers rayons livres dans les grands magasins, ça n'a pas été une mince affaire pour les libraires. Ça a été vraiment un événement d'une ampleur considérable dans la redistribution des cartes du jeu de la distribution des livres. Où est-ce qu'on trouve des livres? On trouve aussi en bon magasin. 50 ou 60 ans plus tard, il y a eu également l'apparition de la vente de livres dans les supermarchés, dans les années 60 à peu près, puis ensuite des grandes surfaces culturelles dans les années 70. Du côté français, il y a une grande date historique qu'on aime rappeler, qui est évidemment la loi sur le prix unique du livre de 1980, qui a été une forme de réponse très substantielle de l'État face à cette redistribution des cartes. Alors on peut se poser aussi la question, quid aujourd'hui? Est-ce que quelque chose d'équivalent, un geste équivalent est envisageable, ou est-ce que la donne est radicalement différente? Voilà, je vais me taire tout de suite. Je vais aussi excuser Françoise Nissen, qui a été retenue à Arles et qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a une table ronde exclusivement masculine, ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, je vais passer, si vous voulez, on va faire comme ça, je vais passer la parole à chacun d'entre vous pour un premier round, qu'on complétera ensuite une discussion, et on va garder évidemment au moins une quinzaine, une vingtaine de minutes pour un débat avec le public, avec vous. Voilà. Je vais commencer peut-être tout de suite par M. Stoilov. Alors, Victor Stoilov, vous êtes un ancien libraire et vous êtes aujourd'hui à la tête d'une des principales maisons d'édition en République tchèque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'historique dans lequel votre action s'insère et la situation générale de la distribution de livres en République tchèque aujourd'hui? Dobrý večer. Já teda jsem majitelem nakladatelství Torst, které vzniklo stejně tak jako v podstatě většina českých nakladatelství, ale i knihkupectví po revoluci v roce 89. A většina teda nakladatelství vznikla hnedka na začátku roku 90. To byla velmi euforická doba, kdy vlastně všichni byli nadšení z toho, že je něco takového možné, že jsou knihy, že se můžou knihy publikovat, číst, prodávat. A byl to obrovský i nakladatelský boom, knihy vycházely v tu dobu ve 100 000 nákladech a v podstatě finanční problém neměl nikdo tehdy, protože jak knihkupci, tak nakladatelé, tak distributoři byli velmi saturovaní tímto. Bonsoir, alors je suis en effet le propriétaire d'une maison d'édition qui s'appelle Torst et qui, comme la plupart des maisons d'édition d'aujourd'hui en République tchèque et des librairies aussi d'aujourd'hui en République tchèque, a vu le jour au lendemain de la révolution de velours en 1989, plus précisément tout au début de l'année 90, et ce fut le cas pour la plupart d'entre nous. C'était alors une période de grande euphorie où nous avions l'impression d'enthousiasme, nous avions l'impression que tout était possible. Une espèce de grande euphorie face justement à la possibilité de publier, de lire ce qu'on voulait, de vendre ce qu'on voulait comme livre. Et le début des années 90 en effet représente un boom pour le livre, pour les libraires en République tchèque. Les livres étaient alors publiés à des tirages assez importants, 100 000 exemplaires par exemple, de façon assez courante. Et je crois qu'aucun des acteurs du livre à l'époque n'avait de difficultés financières. Samozřejmě tato situace nebyla možná, aby pokračovala dál kvůli tomu, že čtenáři se nějakým způsobem nasytili knih, které měly punc zacházenosti a v podstatě ty čísla prodejů spadly do normálu, to znamená do čísel, které jsou přepočteno na počet obyvatel třeba Francie nebo České republiky, dá se říct, v normě, protože ty 100 000 náklady byly v podstatě nelogický nebo nenormální, ty vycházely z té euforie. Takže spousta malých i větších nakladatelů začalo mít ekonomické problémy, protože si zvykli na ty velké náklady a to byla první vlna krachů jak nakladatelství, ale hlavně i distribucí.
bien sûr, cette situation ne pouvait pas durer indéfiniment. Les lecteurs ont vite été rassasiés de ce fruit défendu des livres qui étaient interdits sous le régime communiste, et le nombre des ventes a baissé, s'est normalisé, et comment dire, proportionnellement au nombre d'habitants, ce qui a bien sûr posé des difficultés économiques à certains éditeurs et certains distributeurs aussi, qui ont commencé à faire faillite, qui n'ont pas tout de suite perçu ce changement, qui ont continué à faire des gros tirages. Proportionnellement au nombre d'habitants en République tchèque, des tirages à centaines de milliers, c'est pas une situation normale. Et voilà, on a vu quelques premières faillites. Zajímavá je otázka, co se týká vývoje DPH, které na začátku 90. let u knih bylo 5%, ale vzhledem k tomu, že základní myšlenka ekonomické transformace byla v těch 90. letech, že trh vyřeší všechno. Takže DPH u knih stoupalo až na 15%, což, protože ta diskuze, která se vedla, byla, že knihy jsou normální zboží a proč by měly mít snížený DPH. Na to společnost reagovala velmi bouřlivě, vznikla největší petice, která v tu dobu do té doby vůbec za 20 let existovala, kterou podepsalo 250 000 lidí. Nicméně to DPH je stále vysoký, když se podařilo ho snížit aspoň od 1. ledna letošního roku je DPH na knihy 10%. Un autre point important, c'est la TVA sur les livres, sur la vente des livres. Au début des années 90, elle se situe environ à 5%. Mais bien sûr, le débat par rapport à la transformation économique du pays en ces années 90, c'était que les lois du marché vont tout résoudre et que le livre, somme toute, est un produit comme un autre. Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une TVA plus basse que d'autres produits? Et la TVA sur le livre est montée jusqu'à 15%, ce qui a entraîné une réaction très forte de la part de la population, avec une pétition qui a été la pétition qui a eu le plus de signataires au cours en fait, depuis la révolution de velours, avec plus de 250 000 signataires. Et à partir du 1er janvier 2015, la TVA est redescendue sur environ 10%. Porovnání s Evropou, která je na západ od hranic České republiky, je vlastně český trh nejenom knihkupecký, ale i nakladatelský, založený na velké množství entuziastů, který knihy nakládají i prodávají. To je, myslím, výjimka, když se podíváme na statistiky, kolik v Čechách existuje nakladatelů, soukromých malých nakladatelů a malých knihkupců. Nicméně tyto problémy nejenom s DPH, ale i se stále klesajícím samozřejmě s ekonomickou krizí a s klesajícím počtem prodaných knih. Znamená, že knihkupectví se zavírají, malé knihkupectví se zavírají a na některých městech knihkupectví mizí vůbec. Nejenom, že nejsou ani jako komerční knihkupectví přítomní, ale nejsou v malých či středních městech knihkupectví žádné. Comparé aux autres pays situés à l'ouest, aux autres pays européens situés à l'ouest de la République tchèque, le marché des libraires, le marché de l'édition en République tchèque est relativement dynamique. Il est basé sur un très grand enthousiasme des libraires et des éditeurs. On peut s'en rendre compte en voyant les statistiques du nombre, ne serait-ce que du nombre de petits éditeurs privés ou de petits libraires privés. Cela dit, ces difficultés d'ordre économique liées à la TVA, liées à la crise économique de façon générale, à la baisse des ventes, causent bien sûr de plus en plus la fermeture de petites librairies. C'est très frappant de voir que notamment dans des petites villes ou dans des villes de taille moyenne, ce n'est plus une exception de voir qu'il n'y a plus de librairie du tout, pas même de librairie dépendant de chaînes de distribution commerciale.
Samozřejmě v Praze je situace jinačí, protože to je hlavní město, milionové město, takže tam pořád existují pár malých nakladatelů, má pár malých knihkupectví, které mají přístup ke svým čtenářům osobní, dovedou doporučit knihu, sami tu knihu četli, vlastně mají své stále zákazníky, kteří je udržují při životě existenčním, aby zaplatili nájem a samozřejmě stoupající nájem stále. A co se týká velkých distribucí jako Amazon, tak to zatím v Čechách jsme na začátku, protože do letošního roku nebyl Amazon vlastně dodával knihy jenom tak, že si je člověk mohl objednat ze zahraničí. Nicméně letos postaví v Čechách velký sklad, který bude zásobovat, distribuovat knihy do celé střední Evropy. Nicméně ještě nebude distribuovat knihy nakladatelů českých ani z okolních zemí. Bien sûr, à Prague, la situation est un peu différente, puisque c'est la capitale avec 1 million d'habitants. On trouve à Prague, bien sûr, un nombre assez important de petits libraires qui ont un contact direct avec les personnes qui se rendent chez eux, qui recommandent les livres, des livres qu'ils ont lus, bien sûr, et qui ont donc une clientèle fidèle qui leur permet de survivre et de payer les loyers qui sont, bien sûr, en hausse constante. Nous n'avons pas encore en République tchèque ce que vous avez ici, donc c'est le problème avec les grands distributeurs comme Amazon. Quand on veut acheter un livre par Amazon, on le fait sur les sites d'Amazon étrangers, il n'y a pas d'Amazon tchèque par exemple, et il n'y avait pas jusqu'à maintenant de dépôt de distribution. Cela va changer en 2015. Puisque un grand dépôt Amazon va être créé en République tchèque qui ne distribuera pas de livres en tchèque, mais permettra une distribution pour toute l'Europe centrale beaucoup plus rapide et efficace de la part d'Amazon. Takže to je otázka velmi blízká, co se stane. Trochu se bojím toho, že s přístupem ke kultuře či ke knihám, jaký v České republice existuje, tak žádná podpora ze strany státu nelze očekávat, i když Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Asociace spisovatelů se snaží lobovat a já věřím, že třeba se to zlepší a nějaká podpora bude. Alors bien sûr, la création de ce dépôt est une grande question, on va voir ce que cela va donner. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à pouvoir bénéficier en République tchèque d'aide, de subventions de la part de l'État, malgré la pression mise par rapport à cette question de l'Union des libraires tchèques et de l'Association des écrivains tchèques. Voilà. L'avenir se présente sous la forme d'un grand point d'interrogation. Voilà, je pense que ça suffit pour ma part pour l'instant pour commencer. Merci beaucoup. Alors, oui, pas de subvention, mais en même temps, des TVA à taux réduit, c'est aussi une forme d'aide de l'État, en ce sens. Je vais passer tout de suite la parole à Yannick Poirier. Vous êtes à la tête d'une librairie qui s'appelle la librairie Cham, qui est une librairie connue à Paris, et puis de manière générale qui a joué un rôle important dans l'histoire du livre en France, puisque Madame Cham et Jérôme Lindon avaient joué un rôle très important dans ce qui est devenu après la loi du prix unique du livre en 1981. Vous avez repris la librairie Cham en 1999, et d'ailleurs vous êtes battu, je crois savoir, vous avez joué un rôle important dans les derniers enjeux en France sur les questions de TVA concernant le livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente aujourd'hui d'être une librairie indépendante? Qu'est-ce qu'il y a d'indépendant dans une librairie indépendante? Déjà, un libraire indépendant, c'est une question de personne pour nous, c'est une question de... C'est plutôt ça.
personne avant tout de relation avec les lecteurs, une question d'institution. Donc l'indépendance, elle est jamais acquise, elle est quotidienne. Pour parler en présence de Nicolas, lorsqu'a été décidé par le gouvernement il y a quelques années d'instituer un label qui définirait justement, qui attribuerait aux librairies indépendantes leur indépendance, j'avais répondu au Centre national du livre que par définition il fallait, pour qu'une vérité existât, que des oppositions se lèvent, et je ferai partie tout simplement de l'opposition, et que jamais je ne serai un libraire indépendant au sens d'une labellisation qui me soit donnée par même mes confrères. Donc j'ai toujours systématiquement refusé de postuler à ce label. Voilà, c'est le genre d'attitude qui fait qu'on est indépendant. C'est-à-dire on se lève, on le lève. Enfin, c'est plutôt ontologique que politique ou professionnel. C'est dans notre nature. Et puis c'est beaucoup plus facile de l'être dans une librairie comme celle-ci. Parce que c'est une librairie, effectivement, comme vous l'avez rappelé, qui a été en 1974 la première librairie française, parisienne, française, donc mondiale on peut dire, à se trouver située à 300 mètres de la première FNAC qui a ouvert un espace pour le livre. Et Madame Chan, qui me l'a raconté souvent, avait vu non pas ses marges s'effondrer, mais en tout cas sa clientèle disparaître. Et comme on le disait précédemment, le conseil du libraire étant précieux, les personnes venaient toujours chez elles recueillir les conseils, mais faisaient 300 mètres pour payer 20% moins cher. Et Madame Chan, il y a encore 20 ans, nous désignait dans la librairie, lorsqu'elles entraient, les personnes qui, elles, n'avaient pas trahi. Donc, comme vous voyez, c'est une histoire vraiment de personnes plutôt qu'une histoire de structure. Maintenant, sur la TVA, vous m'interrogez sur la TVA, ça a été très très banal et très simple, c'est-à-dire que prenant une matinée de travail et puis regardant dans ma propre librairie ce que représentait en coût de travail le passage d'une TVA de 5,5 à 7, je m'étais aperçu que ça représentait à peu près 2 années de bénéfices, et que 2 années de bénéfices, c'est lorsqu'on les a, puisqu'il y a des fois où on a plutôt des déficits. Donc j'avais alerté tout de suite la personne qui avait été désignée par l'État pour diriger une commission d'études de ce passage à la TVA, et je lui avais dit, je vous donne mon avis, mais sachez-le, envoyez-moi la commission de la concurrence, de toute façon, je n'obéirai pas. Et j'avais même, je me souviens, j'avais commandé des petits yo-yo en bois pour les mettre à la caisse à l'attention des inspecteurs en leur expliquant, parce que la TVA, vous savez, monte et descend sans cesse, en leur expliquant que chez Chan, on offrait un yo-yo pour l'achat de 2 livres gratuits. Si vous entendez l'énonciation, elle n'a pas de sens, et je voulais ainsi piéger les hauts fonctionnaires de Bercy. Fort heureusement, on n'a jamais été inspecté. Finalement, on a gagné pour une campagne nationale aussi qui nous a été largement soutenue, qui a été largement soutenue par Sanpé, qui nous avait offert. Et puis ça a été repris, cette campagne, 2-3 ans plus tard en Grèce, parce que là aussi, c'était ce problème de TVA. Voilà. Quant à ce qui est de la question de la toile, le sujet de notre rencontre de ce soir, je ne peux pas m'empêcher dans une librairie comme Chan, où l'année dernière, un Chinois me proposait de racheter, comme il savait que je voulais vendre, de racheter pour y installer 3 éditeurs de Shanghai. Je lui dis, tu sais, Wang, l'Empire Céleste aura disparu, que Chan existera encore. C'était très orgueilleux quand même de dire ça à un Chinois. Mais on est dans le temps long, c'est-à-dire que notre métier, on sait qu'on le fait dans une histoire, et pour moi l'avenir, je peux le penser, je peux l'envisager que si je regarde le passé. Et regardant le passé des libraires, tout à l'heure vous faisiez allusion à l'arrivée des propositions des grandes surfaces de livres. Moi je pense à un temps encore plus ancien où le libraire était derrière sa table, et puis lorsque le lecteur voulait quelque chose, il allait le chercher dans l'arrière-boutique et il ouvrait le livre, il l'expliquait au lecteur, parcimonieusement, il hésitait même à lui le remettre en main, et puis si le lecteur avait apporté les preuves de son intérêt et de son intelligence pour le livre, alors on lui vendait. Il y a fort longtemps, il y a peut-être 2-3 siècles, il y a eu la Révolution, on a commencé à ouvrir et à permettre à chacun de lire, c'est heureux. On a connu une période très très euphorique, je dirais, où on avait le sentiment partagé dans la profession que tout le monde avait accès à la lecture, et je me souviens d'une des premières phrases de Madame Chan, lorsqu'encore dans la vieille librairie, j'avais suivi les cours de Hagege
à Poitiers, et elle me dit « Ah, j'ai là, oui, ce monsieur, personne ne le lit. » Alors je lui dis « Comment Cham ?» Elle me dit « Non, il a dit que vous savez, c'est pas parce qu'on passe à apostrophe et qu'on est acheté le lendemain matin en librairie qu'on est lu pour autant. » Ce qu'on disait donc une dame qui était née dans cette librairie, et qui avait passé sa vie. Il y a eu des effets un peu trompeurs aussi de ces années qu'on dit fastueuses, où on avait soit des très grands lecteurs, mais où presque tout le monde voulait acheter. L'achat d'un livre, c'était la chose sociale en quelque sorte. Ça n'est plus du tout aujourd'hui. Pour moi, ça n'est ni un bien ni un mal, je le constate. Et aujourd'hui, il est quasi naturel d'avoir des amis même proches quand on se rend compte, quand on va chez eux, qu'il n'y a pas de bibliothèque, par exemple. C'est pour moi troublant, mais bon, je l'ai enregistré souvent. De même, la position du professeur dans la société, socialement, a quand même un peu perdu de son prestige ces dernières années. La lecture perd un peu de son prestige, et puis il y a l'émergence aussi de quantité d'autres produits qui sont vecteurs, non pas de lecture, mais au sens où chacun de nous est lecteur. Quand on voit une image, on la lit. Enfin, il y a quantité de choses qui appellent notre intelligence et nos sens, et qui font qu'on est distrait par beaucoup de choses. Moi, gamin, je sais que la lecture, c'était premier avec la musique, parce que c'était un médium qui existait facilement, et que si j'avais eu accès via Internet à d'autres choses, j'aurais sans doute pas été libraire, on peut aussi l'imaginer. Maintenant, quand je regarde dans le temps long, j'ai un peu peur avec la toile. Je me demande si quelquefois on ne revient pas régressivement, on ne revient pas à une période pré-révolutionnaire. Je vais m'expliquer, ça paraît peut-être un peu étonnant, mais le souci qu'on a, nous, qui sommes très très attachés au conseil en librairie, voire à l'élaboration, on n'est pas des lieux de loisirs, on n'est pas rattachés à l'entertainment à l'américaine, on est vraiment des lieux de culture, des lieux d'apprentissage et des lieux de transmission avant tout. Et on n'achète pas un livre, je vais être un peu austère en le disant, mais même si on peut acheter un livre juste pour le plaisir immédiat de la lecture, je crois qu'il y a mieux à faire à ce moment-là que de lire le bouquin. On achète le livre parce que c'est constitutif d'une lecture de soi et de l'élaboration du soi au sens de Brian Stock. Et là, j'ai des fois le sentiment que la toile, l'Internet, dans ce qu'il a de la rencontre de soi et soi-même dans le secret de son appartement avec son interface sur le web, on va chercher le livre qu'on veut, on va un peu sur le web glaner des livres qu'on ne connaît pas. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à ce qui se passait avant la Révolution? Je m'explique. Ceux qui d'entre nous ont la plus grande culture, ont la plus grande intelligence, savent se débrouiller sur la toile, vont être au fond comme ceux qui au XVIIe siècle étaient devant le libraire capables d'apporter la preuve qu'ils étaient en capacité de comprendre le livre qu'ils voulaient acheter. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la toile, mais tout le monde n'est pas égal devant la toile. Et c'est là que je m'interroge sur les moteurs de recherche les plus pertinents. Et tu sais, moi j'ai un ami, Joël Faucillon, qui a beaucoup travaillé pour améliorer ces moteurs de recherche dans le sens de les rendre le plus intelligents possible. Il manque tout de même de quelque chose qui est essentiel en librairie, c'est que lorsque vous accueillez quelqu'un, un lecteur, vous discutez avec un lecteur, il se passe autre chose que par les mots, il se passe quelque chose par tous les sens, il se passe quelque chose par l'histoire qu'on a avec ce lecteur, et ça vous donne quelquefois une créativité dans le livre que vous allez lui proposer. Je pense qu'aucun moteur de recherche ne pourra jamais mettre en place. Donc, pour résumer, chez Cham, on est extrêmement circonspect. De même qu'on sait que notre métier existe depuis 500 ans, on en enregistre la mutation d'un des instruments, parce que pour moi, c'est la mutation d'un des instruments, on laisse faire. Il se trouve qu'on était peut-être les premiers en France, je ne sais pas si tu avais un site internet, on avait eu un site internet en 93. Et on était peu nombreux, je pense, en France à cette époque-là. Et on a vu déferler beaucoup de demandes via notre site internet. Et ce phénomène qu'on a gardé d'une lecture de Nietzsche, de l'entropie et de la négantropie, nous a fait nous méfier énormément de l'entropie de la toile. Voilà, et depuis, on est, comme je vous dis, circonspect, attentif, on regarde, je viens quand je suis convié à des réunions comme celle-ci, mais je me dis, on verra dans 500 ans. Merci, je passe tout de suite merci beaucoup, je passe la parole à Guillaume Dessier. Ce que vous disiez tout à l'heure sur
sur l'objet, sur le fait que c'est pas seulement l'effritement du lectorat, mais aussi la valeur qui est donnée à l'objet libre, me faisait penser automatiquement à un objet qu'on trouvait effectivement souvent dans les maisons secondaires en France dans les années 70, qui était Montaillou, village occitan d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a été, je crois, un très grand succès de sciences humaines dans les années 70. Mais effectivement, on pouvait se poser la question de qui avait vraiment lu cette compilation d'un procès d'inquisition au début du XIVe siècle. Il était assez peu probable que... D'ailleurs, les pages étaient souvent très très blanches, l'ouvrage était souvent très très propre. Pardon pour cet aparté. Monsieur Descitres, vous êtes à la tête d'un groupe, dites-moi si je me trompe, qui marie justement deux domaines. Vous êtes à la fois un libraire indépendant et vous êtes aussi à la tête d'une offre commerciale en ligne qui s'inscrit dans un contexte un peu particulier, puisque si je me réfère aux chiffres dont on discutait tout à l'heure, aujourd'hui c'est 12%, je crois, de l'achat de livres qui se fait en ligne. Sur ces 12%, 60% sont faits sur Amazon, 20% Fnac.com et 20% reste du monde. Vous êtes dans le reste du monde. Comment les choses se jouent pour vous? Merci. Alors bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir, c'est un plaisir. Je ce bel endroit, que je passe souvent devant, mais j'étais jamais rentré, donc c'était aussi l'occasion de découvrir la quelques éléments. Donc le site effectivement a démarré Place Bellecour à Lyon en 1907. Mon arrière-grand-père qui a fondé ça avec un associé, M. Daspré. Et donc je représente la 4e génération. Et c'est vrai que l'entreprise a pas mal grandi, on en dira quelques mots rapidement. Aujourd'hui c'est une entreprise de 350 personnes où on a un centre d'activité, dont 11 librairies et puis d'autres activités dont on va parler. Et puis quelques mots sur moi, donc moi je suis Noël, mais pour donner un peu de contexte, moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans la Silicon Valley et dans la high-tech, et il y a 8 ans mon père est tombé malade, et donc on a une situation de crise, donc je suis rentré en France pour gérer un peu tout ça, c'était compliqué. Et puis on avait soit pour l'idée de confier ça à un gérant, soit de vendre l'entreprise, sachant que moi en Silicon Valley j'étais administrateur, mais je faisais ça assez loin, je me suis dit on va vendre, et puis je retournerai en Californie, et puis ça serait une page de l'histoire qui se tournera, parce que là, encore une fois, situation de crise, mes frères et sœurs sont dans leur propre entreprise, et on l'aurait confié à quelqu'un d'autre, et ça aurait pu être respectable. Et puis c'est passé un truc bizarre, c'est que au fur et à mesure, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Un, en Silicon Valley, d'abord il y a beaucoup de startups qui sont mortes, mais si on tue le livre et qu'elles sont toutes mortes. Donc on adore en France parler dans les médias de la mort du livre, mais il y a plus de startups qui sont mortes et qui ont tué le livre que de livres qui sont dans ce sujet-là. Donc il y a ce qu'on dit et puis il y a la réalité des faits. Donc ça c'est vraiment les enseignements. Moi j'apprécie les médias, mais il faut regarder ce qui se passe concrètement. De deux, en Silicon Valley, les gens qui marchent bien, qui ont du pouvoir, qui ont des startups, la plupart du temps c'est très grands lecteurs. Yannick citait un exemple. Quand un étudiant arrive à Stanford étant la grande université où on démarrait tout un tas de grandes startups très connues, dont évidemment Google, première chose qu'on vous donne, on demande un projet d'étude à la bibliothèque et on vous met en binôme avec un bibliothécaire. La bibliothèque de Stanford qui a à peu près 5 millions d'ouvrages, c'est un truc absolument énorme. Et la raison pour laquelle ils ont numérisé tous les ouvrages, c'est pas qu'ils voulaient passer à la numérique, ils n'avaient plus de place pour mettre tous les livres qu'ils achetaient. Et donc, il donne un thème à l'étudiant revient au bout de 15 jours, 3 semaines, et en gros, c'est du Google mixé avec du Wikipédia, plus quoi. Et donc, c'est à ce moment-là où le bibliothécaire lui dit, bah, écoute, je vais te montrer ce que c'est qu'Internet, je vais te montrer ce que c'est que les bases de données, et là, on passe de l'autre côté du miroir, et on découvre ce que c'est que l'information, la génération, l'analyse, tout ce qu'il y a autour de ça. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, fondamentalement, il y a toujours un besoin d'information, il y a toujours un besoin de lecture, il y a toujours des lecteurs. Et je voyais des enfants qui à l'époque étaient relativement jeunes, mon aîné avait 10 ans, une petite fille en avait 4, et ils avaient tous les gadgets américains qu'on peut imaginer, consoles, tout ça, et ils lisaient aussi pas mal de livres, et un des meilleurs moments qu'ils appréciaient, c'était le soir quand on leur lisait une petite histoire avant qu'ils se couchent. Et si je vous parle de tout ça, c'est quand je suis rentré en France, il m'est arrivé un truc en plus, c'est qu'on a un magasin au centre commercial de Pardieu, aussi qui connaissent bien,
Je discutais avec une dame qui dit monsieur de Citre, je suis content de vous rencontrer. D'abord, je ne savais pas que c'était une famille, je croyais que c'était juste un nom. Et on est content de venir chez vous. Et quand on ne trouve pas le livre chez vous, je descends à la FNAC. Et si je ne le trouve pas à la FNAC, je reviens le commander chez vous. Alors je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que le livre, c'est le livre. Donc qu'est-ce qui fait que cette personne a un attachement à De Citre qui fait qu'il préfère venir acheter chez De Citre? Après, j'ai une autre cliente qui dit, c'est quoi, vous avez une libraire qui a fait découvrir la lecture des enfants. J'arrivais pas à les faire lire, et puis elle a trouvé le livre qui fait que ça. Et donc, par rapport à tout ce qu'on lit partout, moi j'ai une perception qui est un petit peu inverse, qui consiste à dire, effectivement, il y a à peu près 50% des Français qui lisent, et 50% des Français qui lisent pas, sachant que ceux qui lisent, c'est plutôt des femmes que des hommes. Mais la plupart des Français qui lisent pas, très souvent, ils n'ont pas trouvé le livre qui les a fait rentrer en lecture. La plupart des gens qui lisent, il y a un livre dont ils se souviennent, qui est le truc. Alors, en général, c'est pas le grand drôle dans 6e, c'est pas la vie de Maupassant, alors je respecte, hein, mais il y a un bouquin et qui est différent pour tout le monde et qui les a fait rentrer un truc. Et donc, une fois que j'ai eu cette analyse, je me suis dit, si on part du postulat que le livre n'est pas mort et qu'en fait, il y a 50% du marché des livres qui aujourd'hui existe vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la taille du marché et puis développer le business, parce que c'est quand même un business quoi. Et donc c'est là où on a, depuis 6 ans, pas mal travaillé. Et les axes qu'on a mis en place sont les suivants. On s'est dit, effectivement, si on veut que les clients continuent à venir chez nous, il faut qu'il y ait une expérience de lecture qui soit hors norme, qualité, comme disait Yannick, de l'accueil, du conseil, de la relation. Hein. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a un deuxième point qui est assez tactique, qui est que les ventes de livres papier en France, normalement, baissent parce qu'il y a aussi la vente de livres numériques. Donc il faut diversifier son offre avec d'autres produits, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. 2, on se rend compte que les clients, ils sont de plus en plus exigeants, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent tout de suite. Tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments, ils aiment bien venir en magasin et avoir du conseil. Il y a des moments, ils aiment bien acheter sur Internet et se le faire livrer chez eux le week-end, où ils aiment bien acheter sur Internet et venir retirer en magasin, ou parfois ils aiment bien venir en magasin et qu'on leur livre chez eux, parfois ils aiment bien lire en numérique. Et donc, en fait, pour ce produit qu'on appelle le livre, les attentes des clients sont de plus en plus complexes à atteindre. Et Amazon n'est pas la réponse à tout, puisqu'en fait aujourd'hui, Amazon ne vend qu'un livre sur 10 en France. Hein, 90% des livres sont vendus par... C'est bien qu'il y a des gens qui attendent autre chose que juste je clique et je reçois le bouquin. Et donc, tout l'enjeu d'un groupe comme Le Citre, une société, qui est encore une société de taille moyenne, hein, parce qu'à 350 personnes, c'est pas la FNAC, c'est pas Leclerc, c'est pas tout ça, c'est comment est-ce qu'on répond tout simplement à des besoins des clients qui sont compliqués. Quand c'est compliqué, ça coûte cher. Mais si on le fait, voilà, les clients nous sont plus attachés. Sachant que l'autre point qu'on a fait, qui est assez original d'après ce que j'ai pu voir, c'est en plus de ça, on s'est dit on va verser 4% de nos bénéfices dans une fondation, qui est la fondation de Citre, qui va travailler avec tout un tas d'associations et de fondations autour de la lecture, qui consiste à dire le prix est le même, mais quand vous achetez chez Le Citre, eh bien, on travaille avec l'IRFR d'Alexandre Jardin, avec la Croix-Rouge et tout ça. Donc on crée une autre expérience pour les clients. Et je dirais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ça marche plutôt pas mal. Et on le voit sur notre activité qui est en croissance à peu près partout. Notre rentabilité a baissé parce qu'on a fait des investissements assez lourds pour faire tout ça, et on a encore plein de choses à faire, mais quelque part on a recréé une dynamique pour permettre de faire tout ça. Alors typiquement dans le livre numérique, on parlait avec Yannick là, on est arrivé, on s'est associé avec d'autres libraires ou avec d'autres chaînes, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y a pas de tabou. Je prends une anecdote, quand mon père a ouvert une première librairie en périphérie des villes, il y a pas mal de ses collègues qui m'ont dit t'es plus libraire. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus en centre-ville. Alors aujourd'hui ça fait un peu marrer tout le monde, mais à l'époque c'était tabou. Donc nous on a ouvert un site internet en 97, on vendait des livres, les gens qui ont dit t'es plus libraire. Après tu vends du numérique, t'es plus libraire. Alors tu sais, au bout d'un moment on s'y habitue. Mais l'idée c'est quoi? C'est effectivement de dire le monde change, mais c'est pas parce qu'il change qu'il est moins bien, c'est juste qu'il est différent. La question c'est de savoir est-ce qu'on a encore une place dans ce monde, et si on a une place dans ce monde, comment on fait pour s'y adapter? Ou est-ce que soit on n'a pas les compétences, ou pas les capitaux, ou pas le mix de tout ça? Donc c'est
ce sur quoi on a travaillé chez le site. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on a fait ça que le chat ne marche pas. Ils ont une expérience qui est différente. C'est-à-dire que le site. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui apprécient Amazon et qui achètent consommateurs, mais à partir du moment où vous créez une expérience qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont heureuses de venir chez vous, que ce soit en magasin ou ailleurs, et ben vous avez une activité qui est rentable. Donc, je pense que l'enjeu, c'est ça, que ce soit une librairie de 150 m² ou 1000 m² ou que sais-je, c'est comment est-ce qu'on construit une expérience client qui fait qu'une fois qu'on a fait tout ça, on défend des valeurs, et Dieu sait qu'en ce moment, la défense des valeurs, c'est un sujet, avec des choses très concrètes. Je vous donne un exemple, on en a discuté en réunion de direction la semaine dernière, c'est, alors comme la plupart des gens, on a mis des panneaux, je suis Charlie, en faisant récemment, mais c'est, on reçoit des gens comme Alex Chebel et compagnie, qui sont des gens qui connaissent bien les problématiques liées à l'islam. Est-ce qu'on fait des campagnes de conférences débats spécifiques sur ces sujets dans le livret, avec le risque de voir le flux client baisser parce que les gens potentiellement sont inquiets, parce que parfois quand on fait ces conférences, on a des barbus qui viennent qui sont un peu agressifs, je vous parle vraiment d'expérience, ou est-ce qu'au contraire, on joue ce rôle de médiateur, de communication autour de ça, et les clients attendent aussi. Donc on a en fait des décisions assez simples à prendre, assez opérationnelles, qui ont un impact sur l'expérience client, ni rien, et qui sont passionnantes. C'est ça qui est sympa, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un truc qui consiste à dire je vais chercher sur l'étagère le dernier bouquin, on est vraiment en train de dire qu'est-ce qui fait que le client il va être content, heureux, il va revenir et il va en parler autour de lui. Voilà, merci. Merci beaucoup. Là, on a eu donc 3 points de vue d'acteurs du livre. Je dis ça parce que maintenant je me retourne vers l'État. On a parlé d'expérience client, de conseil, qui est-il de si précieux, donc conseil libraire, de la librairie aussi comme lieu de médiation, de lieux physiques qui sont confrontés à des pressions économiques diverses. On a évoqué aussi des questions de maillage territorial. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a une sorte, en dehors des grandes villes tchèques, il y a aussi une relative désertification de l'offre de livres en dehors des grands centres. Ça, c'est évidemment des questions à la fois de sociologie des pratiques et des questions économiques qui sont portées par les acteurs du livre eux-mêmes. Alors face à ça, de quoi se mêle l'État en fait sur cette question? Je suis sûr que Nicolas Georges, qui est directeur général adjoint des médias des industries culturelles, du ministère de la Culture et de la Communication, et directeur du service du livre et de la lecture, va avoir de nombreuses réponses. Il y a beaucoup de réponses, bien entendu. Je veux dire que David a quand même un sacré culot à me poser cette question, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, il était au cabinet d'un ministre, c'était Frédéric Mitterrand, il passait son temps à presser le pauvre directeur que je suis à sortir effectivement des études, des propositions, pour que l'État se mêle précisément de quelque chose, parce qu'un ministre ne peut exister que si l'État fait des propositions et se mêle, peut-être pas de tout, mais d'un certain nombre de choses. Je voudrais bien sûr saluer les auditeurs. Je voudrais saluer quelqu'un de particulier, puisque tu as dit que l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO était là. Donc j'ai cru l'apercevoir là. Et il se trouve que c'est quelqu'un que j'ai connu il y a vraiment très longtemps. On a été ensemble sur les bancs de l'école. On a fait nos études supérieures ensemble. Je suis très heureuse de le retrouver au bout de 25 ou pratiquement 30 ans. On a vieilli l'un comme l'autre, effectivement, sans s'être vu. Et j'ai simplement aperçu sa carrière de temps en temps sur la toile, puisqu'on trouve de l'information. Et c'était une question de livres. Puis c'était une époque où il était consul général à New York et où il allait porter des livres à un lecteur célèbre, c'est-à-dire Dominique Strauss-Kahn, qui était victime de cette malheureuse affaire. Et ce n'était pas des oranges, mais c'était des livres peut-être portés à Dominique Strauss-Kahn. En tout cas, je le salue ici, je serais content de dialoguer quelques instants avec lui après cet entretien. Alors, de quoi se mêle l'État? L'État en France se mêle de pas mal de choses, et l'État se mêle depuis longtemps de culture. Tu as parlé il y a quelques instants effectivement d'une grande loi, finalement, d'une grande législation que nous avons portée, que ce ministère a portée, qui est celle de la loi Lang, de la loi 81, qui est un peu finalement un des grands monuments législatifs de ce ministère.
une loi qui n'a pas beaucoup bougé, qu'on a retouché un peu ces derniers temps avec l'appui et avec l'amitié de nos amis libraires, précisément aujourd'hui parce qu'un certain nombre de ces présupposés, on les sent s'étouffer, en quelque sorte, on a l'impression qu'il faut un peu relancer notre machine. Je voudrais dire simplement, avant de dire qu'est-ce que l'État peut faire, pourquoi l'État intervient. C'est-à-dire revenir sur un certain nombre de chiffres de mise en perspective. Alors tout d'abord, on parle de cette crise du livre, de la mort du livre, on dit beaucoup de choses. Ça n'est pas quelque chose, cette affaire du commerce en ligne qui touche principalement d'abord le livre. Vous savez, vous le vivez quotidiennement comme acheteur, en tout cas comme consommateur. Les modes de consommation changent. Et bien ma foi, beaucoup d'actes de consommation aujourd'hui se font en ligne, qu'il s'agisse d'acheter du livre ou qu'il s'agisse d'acheter des biens de consommation tout à fait courants. La montée en puissance du commerce en ligne, sur laquelle je reviendrai, elle est réelle sur l'ensemble, en tout cas des segments, pratiquement l'ensemble des segments du commerce de détail. Il se trouve néanmoins que la proportion d'achat, en tout cas le chiffre d'affaires que réalisent les entreprises en ligne sur l'ensemble du commerce de détail est inférieur, assez nettement inférieur néanmoins à celui qui réalise sur le livre. Et c'est vrai que le livre a été historiquement, d'une certaine manière, un des biens qui sont passés le plus rapidement, le plus tôt dans le commerce en ligne avec la dématérialisation de l'acte d'achat. Et d'ailleurs, Jeff Bezos le rappelle lui-même très régulièrement, il a lancé son affaire comme libraire. Amazon a été, et c'est pour ça qu'ils sont très bons aujourd'hui sur ce segment-là, a été à l'origine, quand ils ont lancé leur affaire, en 1994, un commerce de librairie. Et je dis souvent, n'importe quel libraire peut devenir milliardaire, puisque moi, je l'ai réalisé. Donc, il le dit de façon plaisante, mais c'est un fait. Donc, sur le livre, quand même, les choses sont particulièrement nettes en la matière. Et tu as cité des chiffres, vous avez cité des chiffres. Ceux que j'ai au ministère sont plus dramatiques que ça encore. Puisque aujourd'hui, en tout cas, les enquêtes que nous avons, qui sont des enquêtes que nous faisons chaque année depuis maintenant pratiquement 20 ans, montrent que les actes d'achat, le chiffre d'affaires réalisé, la part de marché des acteurs en ligne sur la vente de livres physiques, on ne parle pas du e-book et du livre électronique, mais sur la part du livre physique, représente pratiquement 20% du commerce. Et ceci s'est réalisé de façon continue sur toutes les années 2000. Les premiers chiffres que nous avons dans nos statistiques, c'est la Sofres qui nous les fait, datent de 2002. C'est à partir de 2002 qu'on a commencé à comptabiliser le commerce électronique de livres dans nos statistiques véritablement. Et la croissance a été continue, et a été très très forte. On est passé de 0 pratiquement en 2002 à 20% aujourd'hui, donc en 2013-2014. Parallèlement, effectivement, la part de la librairie, alors la librairie indépendante, le commerce de librairie en général, les points de vente de livres, a décru de façon constante. Constante. Il n'y a pas eu de palier, il n'y a pas eu de redressement. La baisse a été constante. Disons qu'on était a priori, tout commerce confondu, à peu près dans nos statistiques, à 28% de part de marché de la librairie, et nous sommes aujourd'hui à 22%. Donc la baisse est assez forte. Elle touche principalement le commerce de librairie indépendant, quasi indépendant, spécialisé. Elle ne touche pas jusqu'à présent, dans nos statistiques, bien qu'à mon avis un retournement est perceptible, les grandes surfaces spécialisées, qui se maintiennent plutôt pas mal, et les grandes surfaces généralistes. Je dis que les choses devraient se retourner parce que les grandes surfaces généralistes, c'est-à-dire Carrefour, c'est-à-dire Auchan, etc., commencent à avoir des difficultés assez nettes de ce point de vue. Donc, c'est vrai que nous sommes en tout cas depuis une dizaine d'années dans un climat qui nous intéresse. Il s'agit d'un climat qui n'est pas propre à la France. Et c'est bien d'ailleurs de discuter avec des amis tchèques. Je le sais depuis cette année. Je suis interrogé et je suis invité par un certain nombre de collègues à l'étranger, dans les pays de l'Union, qui s'inquiètent. Et ce que nous disait notre éditeur tchèque à côté est tout à fait significatif, je pense, des interrogations qui nous sont adressées dans un certain nombre de pays.
les professionnels sont inquiets de la situation actuellement. Et ils sont tellement inquiets qu'ils vont chercher en France des solutions parce qu'ils savent que le gouvernement français, précisément, le ministère de la Culture français, fait des choses, ou a fait des choses, et qu'il y a eu des choses en France, et notamment qu'il y a une loi de prix fixe, cette fameuse loi allemande, qui n'est pas propre à la France, mais que la France a porté tout de même haut et fort depuis un certain nombre d'années. J'ai été invité au mois de mars en Pologne, j'ai eu des dialogues tout à fait intéressants avec les éditeurs polonais, des professionnels polonais, qui, il y a encore quelques années, refusaient absolument de discuter du prix fixe. C'était des gens qui sortaient du système soviétique, en tout cas de l'influence soviétique, qui croyaient, comme on vient de le dire, radicalement au marché, c'est-à-dire que le marché devait être le lieu de l'allocation optimale, effectivement, des biens, et donc c'était le lieu de l'abondance, et ils se rendent compte que les choses ne sont pas si faciles, et en particulier, Amazon arrive également en Pologne, et il y a de fortes tensions et de fortes inquiétudes. J'ai été appelé également par les Flamands, par les gens du secteur linguistique Flandre et Pays-Bas néerlandais, qui ont connu autrefois un système de prix fixe, qui était un système d'accord transfrontalier, et vraiment calé sur la langue, et que la Commission européenne a ruiné, parce que c'était effectivement un système d'accord que la Commission jugeait tout à fait incompatible avec le marché commun et anti-concurrentiel. Et ces gens m'ont dit, dites-nous comment ça se passe en France, on sait que vous avez quelque chose, on veut répondre. Alors comme tu l'as dit, bien entendu, c'est quelque chose qui vient de loin, qui n'est pas propre, on dit Amazon, mais ce n'est pas propre à Amazon. Beaucoup de difficultés aujourd'hui frappent le commerce physique, qu'il s'agisse du commerce de la librairie comme d'autres commerces. Nous avons cité les loyers, tu as cité la disparition probable d'un libraire allemand près du centre Pompidou, mais je crois qu'à l'époque c'était Christian Ballet qui était en cause, peut-être Frédéric Mitterrand. Nous avons essayé de lutter contre la disparition, c'était boulevard de l'Opéra de Brentano, c'est énorme, d'un loyer trop élevé. Beaucoup aujourd'hui de mes amis libraires se plaignent, en tout cas, et ont des difficultés pour être en centre-ville. Les charges sociales, il faut avoir, quand on est libraire, on l'a dit, un personnel de qualité. Le service est tout à fait fondamental pour lutter contre le commerce en ligne. Et à la fois, les gens de qualité coûtent cher. Ce n'est pas les libraires qui diront qu'ils sont trop payés. Effectivement, la paye des libraires, c'est un métier difficile aujourd'hui, qui n'est pas si bien payé que ça, mais néanmoins, en tout cas, le personnel coûte cher. Il y a toute une série d'éléments qui font qu'aujourd'hui, effectivement, on explique des difficultés de ce type de commerce. Alors, lorsqu'il y a un problème de ce type, l'État ne peut pas rester sans rien faire. En tout cas, le directeur que je suis serait sur un siège éjectable s'il ne faisait pas des propositions, et en tout cas s'il ne répondait pas à la sollicitation des professionnels, puisque les professionnels frappent à la porte du gouvernement en disant faites quelque chose, en tout cas essayez de faire quelque chose. Alors, que faisons-nous? Que pouvons-nous faire? Il y a plusieurs façons de répondre sur un problème qui est multiforme, bien entendu. Et je dirais que dans la réflexion générale, les mots qui sont fondamentaux, à mon avis, c'est le mot de diversité et de concurrence. Diversité et concurrence, pourquoi? Parce que le gouvernement, en tout cas je pense qu'en France comme ailleurs, nous sommes dans des pays libéraux, ne sont pas là pour dicter aux acteurs économiques ce qu'ils doivent faire. Nous sommes marché libre. Mais nous avons toujours tendu en France, je crois que c'est plutôt de bonne politique, à avoir un objectif principal qui est celui de diversité culturelle. Et c'est à bonne raison que tu citais la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. La diversité culturelle dans le secteur du livre, c'est-à-dire la capacité de porter aux lecteurs sur le marché les livres les plus différents, les livres faciles, les best-sellers, mais aussi les livres qui se vendent moins bien, qui sont plus exigeants, les livres de poésie, les livres de théâtre, enfin toute une série de gens qui ne trouvent pas un accès si facile au marché. Et nous avons toujours pensé que si ces livres, si la diversité pouvait exister, elle ne pouvait pas le faire dans de bonnes conditions s'il y avait une concurrence féroce sur les prix. C'est l'esprit de la concurrence sur les prix aboutissait fatalement à la concentration des acteurs de la vente au profit de quelques faux acteurs, et donc, au bout du compte, à une restriction de la diversité de la production et de la diversité portée aux lecteurs.
Et que si nous voulions que cette diversité culturelle soit assumée, eh bien, il fallait que la concurrence des réseaux de diffusion puisse exister. Autrement dit, qu'il n'y ait pas de concurrence par les prix, qu'il n'y ait pas de discount, mais que la concurrence se fasse sur d'autres éléments, en particulier sur celui du service. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, mais dans un pays comme l'Allemagne, partout où il y a des techniques, la concurrence se fait sur les services et nous donnons leur chance à non seulement les réseaux de librairies indépendantes, mais à tous les réseaux. Le Crucifix n'a pas empêché Amazon et la librairie en ligne, bien entendu, de se développer, tout simplement parce qu'un certain nombre de clients, vous, moi et d'autres, nous aimons et parfois nous achetons également en ligne. Diversité de la concurrence, diversité culturelle, voilà le balance. 3 éléments de ce point de vue-là. Pour qu'il y ait concurrence, il faut que le jeu soit égal. En tout cas, que tout le monde puisse se battre à égalité. Or, aujourd'hui, et comme de Cite le sait, c'est un de ses combats, le jeu n'est pas égal. Et il n'est pas égal parce que nous sommes dans un monde complexe, dans un monde ouvert, et où des grands acteurs, Amazon, mais d'autres, des acteurs français, d'ailleurs beaucoup d'entreprises françaises le font, peuvent s'établir dans tel ou tel pays et choisir tel ou tel pays d'établissement parce que la fiscalité y est préférable. Et nous avons introduit en Europe et dans l'Union cet élément mortifère qui est la concurrence fiscale. Et aujourd'hui, la pression plus ou moins grande du fisc, c'est un élément fondamental en fait, aujourd'hui de concurrence et de progression d'un certain nombre d'acteurs. Je me rappelle de ce point de vue-là, j'ai une anecdote assez typique. Lorsque nous avons fait la loi de 2011, qui est un peu la réplique de la loi de 81 sur le livre numérique. Ça s'en dit, pour le livre numérique comme pour le livre, c'était au moment de Frédéric Mitterrand, il faut que l'éditeur puisse fixer le prix sur le livre numérique comme sur le livre papier. Nous avons bien entendu de gros problèmes avec la Commission européenne qui nous a dit, non, vous êtes totalement ringard, vous avez c'est fini. Aujourd'hui, la diversité, c'est Amazon, et le consommateur sera servi, oublié et torbi par Amazon, qui fait d'ailleurs un lobbying très forcené auprès de nos collègues de la Commission. Bon. Nous avons répondu en disant, mais enfin, ce n'est pas parce que nous avons un prix fixe que cela empêche le marché unique de se développer. Ce n'est pas le prix fixe qui est le principal critère d'établissement d'Amazon ici ou là. Amazon s'implante là où il y a l'élément de concurrence principal, c'est-à-dire là où il y a la pression fiscale la plus faible. Et d'ailleurs, quand Amazon a introduit le Kindle, il ne l'a pas introduit, il a introduit le premier Kindle en 2007 au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de préfixe. La librairie n'a pas de préfixe, c'est sans doute les régimes les plus libéraux au monde en matière de commerce de livres, et pourtant, Amazon s'est implanté au Luxembourg et non pas en Angleterre. De ce point de vue-là, nos collègues de la Commission ont dit nous ne sommes pas très intéressés par un débat de ce type. Nous avons fait écrire le ministre des Finances de l'époque à la Commission pour dire faites une enquête sur ces questions d'implantation d'Amazon au Luxembourg. Nous pensons qu'Amazon a des conditions spéciales favorables du gouvernement luxembourgeois pour opérer depuis le Luxembourg. Nous avons une lettre que je pourrais publier dans le Canard enchaîné partout ailleurs, une réponse qui n'est pas signée de M. Juncker, mais qui est signée du ministre des Finances de l'époque du Luxembourg, disant circuler, il n'y a rien à voir, ce que vous nous dites est faux. Nous voyons aujourd'hui que M. Juncker est à la tête de la Commission, que c'était vrai, tout simplement. Donc, concurrence équitable. Nous nous battons, pas seulement sur le livre, mais sur l'ensemble des biens culturels pour que la concurrence soit équitable et que ceux qui opèrent soient traités d'une façon équitable. Autrement dit, qu'Amazon qui opère en France, comme d'autres, eh bien, paye ses impôts en France et soit soumis à la même pression fiscale qu'une entreprise comme De Cite ou comme une entreprise Cham, évidemment. Deuxième élément de réflexion, évidemment, nous sommes dans une réflexion sur le commerce, mais c'est une dimension supplémentaire que de dire que la disparition du commerce physique interroge également une problématique d'aménagement du territoire. Ça n'est pas indifférent de savoir, en France d'ailleurs, nos centres-villes sont de plus en plus désertés par une variété de commerces, qu'il s'agisse des commerces de bouche ou des commerces culturels. Et donc, lorsque la Commission nous dit circuler, Amazon suffira bien à tout, non, les maires français, les élus français, se battent aujourd'hui pour que les commerces physiques restent sur leur territoire. Donc il y a un intérêt politique au-delà de l'intérêt simplement économique ou culturel, parce que des commerces physiques puissent rester, puissent continuer à jouer leur rôle dans nos villes. Et puis enfin, dire que
les grands acteurs en ligne rendront complètement obsolète, ou rendent obsolète le discours que nous tenons avec la loi Lang de diversité des réseaux, de diversité culturelle. C'est également faux aujourd'hui du point de vue de cette diversité culturelle. On s'en rend compte. Vous savez qu'à une certaine époque, on disait effectivement Amazon a un stock tout à fait considérable. Amazon peut fournir n'importe quel livre et toutes les références sont là. Alors que dans une chiffre de librairie, ce n'est pas le cas, on est obligé de commander. On s'aperçoit, et des études certaines, très sûres, sont diffusées depuis quelques années, pour dire que précisément acheter sur un écran d'ordinateur, ça renforce les titres de meilleure qualité. Et que cette idée de longue traîne qu'on avait, vous savez, c'est-à-dire que l'exposition des livres de fond, des livres un peu anciens, difficiles à trouver, par l'intermédiaire du commerce en ligne, c'est quelque chose de faux. Ça ne marche pas. Et il y a eu en particulier une étude tout à fait intéressante de la grande maison d'édition, enfin, du groupe Rizzoli, qui a mis ces chiffres de vente à la disposition des études, qui ont montré que depuis 3 ans, alors même que le chiffre d'affaires de Rizzoli, grâce à Amazon sur ces plateformes, augmentait, eh bien, la concentration des ventes de Rizzoli sur quelques clics augmentait également. Autrement dit, le commerce en ligne est un facteur de réduction de la diversité culturelle et non pas d'accroissement de la diversité culturelle. Voilà, nous avons toute une série effectivement de problématiques qui fait que nous ne pouvons pas rester inactifs et que nous devons aller vers une régulation de ces acteurs, de ces mouvements. Oui, merci beaucoup. Du coup, j'avais une série de questions, mais tu m'as complètement coupé les rebonds possibles. Je reviens juste à ces questions peut-être de recommandations et d'uniformisation. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à contrario, dire oui, mais en même temps, dans ce si précieux conseil du libraire, il y a aussi des effets de reproduction. Vous évoquiez tout à l'heure la question des effets de reproduction sociale, fonction du capital culturel des lecteurs et des grands-lecteurs et de la transmission de ce capital. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le conseil du libraire, finalement, est lui aussi très socialement et économiquement déterminé et favorise une sorte d'uniformisation du goût chez un lectorat vieillissant qui est toujours content de se retrouver dans l'éternel retour du même? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fabrique peut-être de la curiosité ou quelque chose qui va ailleurs que dans un spectre donné de recommandations possibles? Je vous pose la question parce que c'est un des arguments principaux de ceux qui défendent, au-delà des questions de longue traîne et donc d'opportunités commerciales, l'efficacité des moteurs de recommandation, en disant justement on crée de la sérendipité, on vous incite à aller voir ailleurs. Alors s'agit-il de diversion commerciale pour inciter les lecteurs à aller vers des produits qui permettent une maximisation de profit? Où se situe l'équilibre entre les deux et comment un individu en chair et en os essaye de défendre une spécificité du conseil du libraire face au robot? Nicolas a donné un élément de réponse en expliquant que les moteurs de recherche et voilà, les stades de Rizzoli. Je pourrais répondre par un exemple. Contrairement à Guillaume, chez Chan, très naturellement, nous n'avons pas mis du tout le petit logo « Je suis Charlie » que les distributeurs au sens pratique du terme, c'est-à-dire ceux qui le matin, par les transporteurs, les camions nous apportent les livres, mettent sur leur colis depuis une semaine. On a des distributeurs qui ont confectionné ce que moi, qui suis français, laïque, républicain, catholique, vois comme un signe maintenant rituel pour tous les laïcs de France. On a notre croix, notre étoile de David, notre main de Fatma, donc c'est très bien. Pardon pour le lapsus, il est clair. Et ce que, par exemple, on explique aussi dans les conversations, parce que dans l'actualité très très chaude de cette dernière semaine, on a passé énormément de temps avec notre public à s'interroger, je
dirais collectivement, sur la place de la culture, sur la place de la lecture, sur le sens de la parole, dans la situation que connaît notre pays en ce moment. Dans notre librairie, comme je vous le dis, on n'a pas mis le logo, mais par ailleurs, moi j'ai été un de ceux qui a expliqué, après avoir fait la marche de Manche, que j'avais été surpris de ne pas voir, ensuite de je suis républicain, juif, policier, musulman et chrétien, je suis djihadiste. Et quand je formule ça dans les librairies, j'ai des gens qui me regardent un peu étrangement. Ce que je veux dire par là, c'est un peu provoquant bien évidemment de le dire comme ça, c'est que lorsqu'on est dans la lecture, lorsqu'on est dans le texte, on fait le tri, on classe, on sépare. C'est un principe justement méganthropique, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, d'exclusion, de refus, qui permet de construire. Et contrairement à l'idée que dans nos librairies on y trouve tout, bien au contraire, nous y revendiquons de ne pas y trouver tout. Moi j'ai souvent dit que mon métier, ça consiste à dire la plupart du temps non, 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 non. Non à la production massive, non aux livres qui ne sont pas suffisamment subtils et qui vont nous donner des idées du prêt-à-penser, des idées toutes faites. Donc oui au livre qui va vous déranger, oui au livre qui va remettre en question ce que vous pensez, et le dialogue incessant avec notre public, ce dialogue-là, c'est une perpétuelle remise en question du libraire et du lecteur. Sinon, on s'ennuie très vite, on n'est pas magasinier. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui était plombier quand il travaillait. Le matin, avant d'aller au chantier, je racontais ça à Guillaume, on passe déjà chez le magasinier. Le magasinier, vous lui dites, voilà, je voudrais un joint de 7/12, je voudrais un robinet, etc. Le type, c'est pas du tout quel usage on fera de cette chose-là. Il est magasinier, il sait exactement où sont placés les objets, il y a une nomenclature alphanumérique, il vous prend l'objet, il vous le donne, et vous construisez la plomberie et vous faites du chauffage dans la maison. Un intellectuel, il procède de la même manière. Je vous raconterai une anecdote avec une grande philosophe française, que je ne veux pas citer pour ne pas être désobligeant, mais avec qui on avait travaillé sur 3 de ses volumes. Je n'aimerais pas non plus, parce que vous saurez qui s'agit à ce moment-là, disons 3 de ces volumes, on avait considérablement travaillé pendant près de 2 ans la bibliographie. Au bout de 2 ans, elle me dit, Yannick, quand même, j'aimerais bien remercier la librairie de Cham. Bon, écoutez, qu'à ça ne tienne, il suffit que vous nous mettiez dans les remerciements. On remercie le bibliothécaire, on remercie sa famille, voire son chien, vous pouvez remercier le libraire. Elle me dit, non, je préférerais que vous me fassiez une facture. Je dis, chez Cham, on n'a pas pour habitude, puis c'est même pas, je crois, dans la loi, on pourrait l'imaginer, on n'a pas l'habitude de faire payer nos conseils, puisque ça fait généralement partie de notre métier. A contrario, un type que je cite très volontiers, c'est Clément Rosset, qui un jour vient et me dit, comment je pourrais remercier Fernando, qui m'a donné l'idée d'un chapitre de mon livre. Je dis, Clément, vous le remerciez dans le livre. Et là, un sillonneur pour un libraire, Clément, il a dédicacé le livre à Cham. Là, vous dites, chapeau monsieur, Irène Lano m'appelle me disant, vous m'emmerdez avec Clément, alors il ne sait pas quoi faire, vous mettez la dédicace, vous mettez le remerciement. Il n'y a pas de place sociale pour dire ce que c'est que ce travail de la communication quotidienne entre le libraire et le lecteur. Et qui plus est, on est privilégié, on est en ville. Et c'est pas, contrairement à ce que d'aucuns me disent quelquefois, ah oui mais vous êtes Cham, c'est une librairie plus connue. Je dis non, pas du tout, on n'est pas Cham. On était Cham en 1927, on était Cham en 1948, on était Cham en 70 et on essaie d'être Cham encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un projet qui est né dans l'esprit du fondateur en 27 et peu ou prou, je pense sans trop trahir ce monsieur que moi je n'ai pas connu, on est toujours dans la même question. Or, j'ai des gravures de Cham en 1927 faites par des copains peintres en Paris. Il vendait des gommes et des crayons. Il avait déjà une bonne réputation parce qu'il défendait des auteurs qui n'étaient pas du tout connus en 27. Donc la gravure, je la date de 1933. On voit les gommes et les crayons et on voit la voie royale et le voyage. Donc 32, et je crois pour la voie royale 33. C'est comme ça qu'on arrive à dater la gravure. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas faire une erreur sur l'histoire littéraire, mais je crois qu'il n'avait pas eu le bon cours, Céline. Mais nous, on ne défendait pas le bon cours à ce moment-là, en 1932. On défendait Céline, qui est devenue après un ami de Cham, et on défendait Malraux, qui n'était pas forcément non plus l'écrivain le plus connu. Et après, le reste, on ne l'avait pas. On vendait des gommes et des crayons. Et on estimait que le temps viendrait d'avoir d'autres livres, et que moi je dis aux jeunes pays qui débarquent, vous savez, vous pouvez avec l'aide de l'État, avec l'aide de l'ADEC,
avec l'aide de vos parents, de vos amis et les subventions que vous aurez ou l'argent que vous trouverez, créer très très vite une librairie. Et il y a une chose que vous ne pourrez pas faire, c'est accélérer le temps. On nous explique que le temps va très vite. Non, c'est pas vrai. C'est nous qui nous précipitons. Le temps, lui, il a sa régularité. Et quel travail d'un libraire, c'est d'expliquer au lecteur qu'il peut acheter très vite son bouquin de toute façon. Est-il bien aujourd'hui le moment qu'il le lise? Je me suis amusé sur certains salons à inviter le public que je ne connaissais pas à venir chez nous, parce que chez nous, je leur expliquais qu'on mettait 8 jours pour avoir un livre, et que comme on avait permis au lecteur d'attendre 8 jours pour avoir ce livre, il y avait une surfacturation. C'était pour prendre à l'envers une espèce de frénésie collective qui veut le tout de suite. Et contrairement à peut-être beaucoup de mes confrères, moi j'estime que nous n'avons pas à satisfaire toutes les demandes, parce qu'on tomberait fou. On a suffisamment de psychanalystes qui nous fréquentent pour savoir que le travail de l'analyse, c'est justement d'essayer d'élaborer le désir plutôt que la pulsion. Et aujourd'hui, on est dans un monde très impulsif qui est tout le temps agi par la pulsion. Nous, on est là pour... on est des jouisseurs, donc la jouissance, ça vient avec une certaine ascèse, une certaine austérité, et ça demande du temps, et ce temps-là, on se l'accorde. Je ne sais plus quelle était la question, je suis désolé. La reproduction. Aujourd'hui, nous, notre recommandation par rapport à cette entreprise, elle est simple, c'est que l'Internet, pour moi, va renouer avec ce qui existait à l'époque du colportage, c'est-à-dire la bibliothèque bleue, c'est la bibliothèque populaire. Moi, quand on m'a expliqué chez Chan qu'il était très dangereux, l'émergence du Kindle et compagnie, j'ai toujours expliqué, non, je dis c'est pas très dangereux, il y a déjà beaucoup de livres que je ne vends pas, ces supports sont faits pour ces livres-là. Et j'étais quasiment dès le début persuadé que ce serait ça. À un moment, Kos, le directeur commercial de Minuit, m'a dit, tu sais, vous savez, je remarque que sur la zone traîne, justement, c'était il y a 4-5 ans, je remarque que les livres de fond sont achetés maintenant par le web plus que par les librairies physiques. Il semble que les nouveaux chiffres montrent un effet de bascule. Oui, je crois que c'est la réinvention de la bibliothèque bleue, la bibliothèque populaire, qui sera colportée, pas par le bouche à oreille, mais par l'écran et le clavier. Je constate, mais peut-être pour rajouter, je suis 3 secondes sur ce que dit Jean. Moi je suis complètement synchrone à ce qui a été évoqué, c'est-à-dire que moi j'ai pas, on n'a pas de difficulté à concurrencer un Amazon à partir du moment où il y a un million de règles concurrentielles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et indéniablement aujourd'hui, il y a un enjeu là qui est très fort, et que ce soit pour Chan ou pour De Citre, c'est des combats qu'on ne peut pas mener. Et là, on voit bien que la puissance publique ne peut être que le seul à faire ça, avec les syndicats, les libraires, le public et tout ça, parce que c'est juste scandaleux quand vous avez l'État américain qui subventionne Amazon en les faisant pas payer de TVA, qui sont financés par peu d'impôts au Luxembourg, y compris parfois en France avec des subventions dans telle ou telle mairie qui veut récupérer un entrepôt et machin. Et si vous voulez ça, c'est un enjeu que seul l'État peut mener. Deuxièmement, sur les débats des vies, moi j'ai régulièrement des appels de maires qui me disent, monsieur aussi, venez chez nous parce qu'on n'a plus de libraire, c'est important et tout ça, donc ça on vit régulièrement. Et troisième point, sur cette notion effectivement de diversité culturelle, indéniablement, on parlait de Chan, c'est 150 mètres carrés, nous, une librairie de site, en moyenne, c'est à peu près 800 mètres carrés. Quand vous rentrez dans une librairie, vous vous promenez dans la librairie. Et donc, statistiquement, votre œil, il est attiré à tel ou tel endroit, mais quelque part, il y a des gens qui regardent à gauche, des gens qui regardent à droite, en haut, en bas. Et donc, indéniablement, quand vous avez fait le tour dans une librairie, vous avez potentiellement vu des minimum des centaines, voire des milliers de livres. Quand vous êtes sur un smartphone ou sur une tablette, un smartphone, en moyenne, vous voyez 4 jaquettes sur un smartphone, et sur une tablette, vous en voyez 8. Et une fois que vous avez fait 4 ou 5 écrans, vous en avez marre, vous passez à autre chose. Donc en fait, le support lui-même du digital, effectivement, concentre de manière très forte l'offre. C'est pour ça que la plupart des gens, quand ils vont sur les plateformes numériques, effectivement, achètent très peu de choses.
Et l'autre point sur les moteurs de recommandation, c'est si Google ne publie pas ses règles de recherche, c'est pas pour être copié, c'est parce que tout le monde hurlerait. Parce qu'en fait, la raison principale des résultats de Google, c'est pas de vous trouver la bonne information, c'est celles qui monétiseront le mieux pour avoir le maximum de revenus publicitaires. Alors, vous avez tous fait une recherche où le premier résultat, c'était un blog dont vous n'avez jamais entendu parler, mais quelque part, c'est le blog qui leur fait faire gagner le plus d'argent. Et donc, le présupposé selon lequel, parce que ça sort en haut sur Google, c'est la meilleure réponse à votre question, il faut sortir ça de la tête, parce que c'est juste une énorme connerie. Et c'est juste, peut-être que ça a été vrai au début, mais c'est juste plus vrai. Alors, si vous tapez sur Google Maps, je vais à tel endroit, là, ça va être juste, mais je dirais, dans la capacité à trouver la bonne information pour vous au bon endroit, c'est juste plus le cas à supposer que ça n'ait jamais été. Et l'autre point, et ça je pense que c'est très important, et c'est ce que tu disais Yannick, c'est que la plupart des gens qui lisent en France, ils lisent un livre par mois. Grand lecteur, mais c'est un livre par mois. Et donc la notion du prix du livre, elle est très paradoxale, parce que si on vous vend un livre, si vous achetez un livre qui est un nanar, 20 € en grand format, c'est cher. Mais je dirais, c'est comme un film, c'est comme une pièce de théâtre, c'est comme n'importe quoi. Quand c'est nul, c'est trop cher, c'est toujours trop cher. C'est-à-dire que même si c'est 5 €, si c'est un nanar, c'est encore trop cher. Bon. Par contre, si ce livre, c'est juste le livre qui va vous permettre de comprendre le monde dans lequel on vit, qui va vous permettre de découvrir votre passion professionnelle, qui va vous permettre de charmer la femme que vous aimez, tout ça, est-ce que c'est cher? Évidemment non, c'est juste énorme. C'est-à-dire que ça n'a pas de prix, inversement. Et donc, toute la difficulté de ce métier, c'est que moi je suis le premier partisan du prix fixe, parce qu'on voit en France ça a bien marché, en Allemagne ça a bien marché, tous les pays où ça a été fait en anglo-saxon, ça a des effets catastrophiques. Et quand quelque part on a un libraire chez Le Citre ou chez Chan qui va vous trouver la pépite, c'est pas vraiment pépite, parfois, pas toujours, hein, mais ces mamans à qui on aide l'enfant à découvrir la lecture, elles seraient prêtes à payer combien? Sérieusement, pour que leurs enfants, jusqu'à la fin de leur jour, mais peut-être des centaines d'euros, des milliers d'euros, vous voyez. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de leur facturer 1 €, alors qu'elles vont aller voir potentiellement des cours du soir avec un prof, Academia, le psychologue, le machin, et alors là, je peux dire, ça y va, la facturation. Et donc, un des enjeux qu'on a, c'est, quand on fait bien notre métier, ça n'a pas de prix, mais aujourd'hui, on ne peut pas le facturer. Alors, les clients, on augmente le niveau de fidélité, les gens viennent souvent, il y a bouche à oreille, et si c'est fait qu'il y a aujourd'hui un chat, qu'il y a un dossier, tout ça. Mais moi, une des interrogations que j'ai, c'est effectivement comment on crée la meilleure expérience possible de recommandation. Et la recommandation au bout du bout, c'est que c'est quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui vous accueille. Moi, un des trucs que j'adore, au mois de décembre, je suis toujours dans les magasins, et les gens veulent faire leurs cadeaux, et souvent on leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Et ils me disent toujours, vous pouvez pas savoir parce que moi je sais pas ce que je veux. Et c'est là que ça commence. Alors on dit, c'est pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a lu, puis là on commence à discuter le coup, puis on rigole, et puis voilà, et puis on trouve toujours quelque chose. Et alors parfois on trouve le bon livre, parfois on ne trouve pas, et puis c'est la vie, mais on a engagé le dialogue. Et c'est ça le métier de libraire. Et je finirai là-dessus. Moi je me souviens, un libraire qui me raconte ça, qui me dit, écoute Guillaume, le magasin allait fermer, je passe un quart d'heure avec un client, je vais vendre Lyon, et le matin à 9h30, le client il était devant le grillage, en train de secouer le grillage. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe dans le grillage? Et le client il a les yeux tout rouges, voilà, tout excité. Alors, ça va et tout, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Le livre que vous avez vendu. Oui. C'est génial, j'ai lu toute la nuit. Et donc, il était juste tombé dans le truc, quoi. Ça l'avait pas. Et ça, quand on est libraire et qu'on vit ça, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, qui n'est pas très bien payé, dans les choses. Mais c'est ça aussi qui fait que Amazon, Google font jamais ça. C'est-à-dire que Facebook lançait un grand truc, voilà, on va avec le nouvel Amazon.
quand vous avez 454 likes sur un truc, waouh, smiley, machin, ça vous fait une belle jambe, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'aime pas le foot, savoir qu'il y a tous les cons de la Terre qui est dans le foot, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Enfin, je veux dire, voilà. Alors, peut-être que c'est moi le point avec le foot, mais il en faut pour tous les goûts, vous voyez, c'est-à-dire que, voilà. Donc, voilà, la recommandation sociale en disant j'ai un like, j'ai un smiley, ok, mais peut-être que smiley c'est bon pour madame ou pour moi, mais ça n'en dit pas plus. Voilà, donc il y a encore du travail. Merci beaucoup. J'avais une question pour Victor Saloff, mais je me dis que peut-être, comme l'heure tourne, on va passer la parole au public pour passer une question. Je ne pensais pas avoir un effet pareil en posant cette question. Non, personne en particulier. Nicolas, tu parlais tout à l'heure des dynamiques européennes. D'abord, tu rappelais que, si je résume un petit peu, que les questions de TVA, d'exemption, de contribution économique territoriale, ces questions avaient bien sûr leur importance, mais que parfois ça ne pesait pas forcément lourd face à la concurrence fiscale. Et tu parlais également du fait qu'il y a des États qui, jusque-là, étaient très loin de ce genre de préoccupation. Tu parlais notamment du cas de la Pologne. Et c'est pour ça que je fais le rapprochement avec l'état du débat en République tchèque. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose comme une grande croyance au libre marché, un emballement dans les années 90, qui fait que dans certains cas, on commence à en revenir un petit peu. Et donc là, on voit des signaux intéressants sur des questions comme le prix unique. Et la question que je voulais poser à Victor Saloff, c'est que si je ne me trompe, il n'y a pas de prix unique, il n'y a pas de loi sur le prix unique en République tchèque. Est-ce qu'il y a l'ébauche d'un débat, ou est-ce que c'est quelque chose qui est discuté à la fois chez les acteurs du livre et dans le gouvernement tchèque aujourd'hui? Ta situace v České republice je stejná jako v Polsku, to znamená, že kapitalismus říká, že cena se určuje trhem, takže pevná cena není. Nicméně se o tom už mluví, protože velcí hráči, pro ně není problém, jak distributoři, tak knihkupecký řetězce můžou knihu zlevnit a vlastně sice o málo, ale zlikvidovat malé knihkupce tímto způsobem, protože při jejich velkým objemu prodeje knih vlastně oni své peníze na nájem a na výplaty dostanou zpátky. En effet, en République tchèque, la situation est comparable à celle de la Pologne. Nous n'avons pas de prix unique, bien sûr, toujours en conséquence de cette vision donc, que le marché va tout régler de lui-même. Il est possible, par conséquent, pour les grands acteurs de la distribution, par exemple, de baisser le prix de certains livres, de faire des soldes, mais pas forcément très importants, qui ne les empêchent pas de payer leur loyer, de payer les salaires de leurs employés, mais qui sont extrêmement nocifs, bien sûr, pour les petits libraires. To, co jsem tady vlastně celou dobu říkal, nevyznívá moc optimisticky, ale možná na závěr bych mohl říct to, že během těch 25 let bubnovaly noviny a knihkupci na poplach, že tohle zvyšování DPH nepřežijeme, tohle liberalizace nájemného nepřežijeme, a tak elektronické knihy nepřežijeme, Amazon taky nepřežijeme. A přesto, dá se říci zázrakem, to funguje pořád dál a každý rok se vydává větší množství knih. Tak to neznamená, že to tak bude pořád, ale stát ano. Bon, tout ce que j'ai dit ce soir, je me rends compte, n'est pas très optimiste. Peut-être pour finir sur une note plus légère, il est vrai, on constate quand même l'expérience suivante. Au cours des 25 années qui ont suivi la chute des régimes communistes en Europe centrale, malgré tous la presse, les distributeurs, les libraires n'ont cessé de crier
qu'il ne survivrait pas à la hausse de la TVA, qu'il ne survivrait pas à la hausse des loyers, qu'il ne survivrait pas au e-book, qu'il ne survivrait pas à Amazon. Et on constate qu'on y a survécu tant bien que mal jusqu'à maintenant, que le nombre de livres publiés chaque année augmente, un peu comme par miracle. Ça ne veut pas dire que cela va continuer et que cela pourra continuer longtemps, mais il faut quand même faire ce constat-là. Parce qu'on a beaucoup parlé des loyers. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé, mais peut-être Nicolas a les chiffres, c'est l'augmentation du prix du livre. Je crois, sans vouloir faire mentir les chiffres, enfin mon expérience, mais c'est un peu empirique, c'est que ça fait 25 ans que je suis libraire, j'ai vu tout le temps régulièrement augmenter le prix des livres de poche. J'ai pas le sentiment que les livres qui sortent en grand format et qu'on achète si on veut se tenir, si on veut être dans l'actualité de la création littéraire, cela est augmenté dans les mêmes proportions. Et une des choses qui, moi, enfin, me semble importante, et j'ai essayé d'alerter des amis éditeurs depuis 5-6 ans, c'est que la loi Langue impose réellement dans la place que le commerce dans la chaîne du livre, impose réellement à l'éditeur, et je le dis pour M. Stoilov, et je l'avais dit en son temps, je l'ai fait il y a 3-4 ans à la présidente du syndicat polonais de l'édition, ça impose donc à l'éditeur de tenir compte pour le prix du livre des coûts et des charges aussi du libraire. Moi, comme je le dis souvent, je ne suis plus un commerçant depuis 81, je suis un revendeur. C'est pas tout à fait la même chose. Et bon, ça provoque un peu quand c'est le patron de Chan qui le dit, mais je me souviens, lorsque Guémard m'avait demandé d'être présent à la commission qui faisait le point sur les 30 ans de la loi Langue, avoir interrogé Madame Chan, puisque j'avais regardé tous les comptes de résultats de Chan de 71 à 85. Et j'avais vu de 71 à 74, il n'y avait rien de particulier. 74, la FNAC ouvre, on voit, première année on voit rien, deuxième année on voit les chiffres baisser. Et jusqu'en 78, la librairie, elle est en 78 au bord du gouffre. Et puis 79, 80, 81, puisque nous on clôture en juillet, la librairie va très très bien. Avec en nouveau constant des chiffres qui sont quasiment ceux de nos meilleures années au moment de l'euro. La loi est promulguée en septembre. Donc on a 3 années absolument merveilleuses alors qu'on est hors loi. J'appelle Madame Chan, au libéral que je suis, elle répond, alors qu'elle était très très à gauche, elle répond, Yannick, vous savez, on n'avait pas le choix, soit on était meilleur, soit on disparaissait. Donc on est devenu meilleur. Devant Nicolas et devant la force triangulante, je ne sais pas si on dit comme ça, enfin, on a vraiment besoin de l'État. Donc il faut que l'État, avec la loi, protège les plus faibles. Mais il ne faut pas, à contrario, que la loi empêche les meilleurs de se développer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi souvent, par exemple, il y a 2 ans, j'ai baissé les salaires de tous mes employés, le mien compris, de 10%. Et c'était parce que mon expert comptable me disait, tu sais, il ne faut pas faire faillite, donc il faut mieux fermer. À la fin, je suis allé voir, je dis, maintenant que tout le monde a baissé ses salaires de 10%, toi-même, il faut que tu baisses ta facture annuelle de 10%. Ce qu'il a fait, il est très très bien, puisque depuis, il a maintenu son prix à moins 10%. Mais c'est pas normal. Et c'est aussi pour ça que depuis 6 ans, je refuse toute subvention de l'État pour essayer de montrer comment une librairie en ville comme Chan peut exister et devrait, en tout cas c'est ma prétention, exister dans les strictes lois du commerce. Et pour ça, j'apostrophe constamment les éditeurs sur tenez compte dans la fixation du prix des charges qui incombent aux libraires, puisque vous êtes quelque part, en fixant le prix, responsable de la commercialité et de la qualité du commerçant. C'est pas tant, à mon sens, mais c'est provoquant de le dire, avec les loyers et les propriétaires de nos immeubles qu'on a des difficultés. D'autres commerces ont moins de difficultés que nous parce que là il y a une souplesse. Et puis je vous allais dire, parce que vous êtes avant tout comme moi lecteur, moi j'ai toujours acheté mes livres chez Chan au prix. Parce que je veux avoir cette liberté d'acheter n'importe où. Et je me suis donc jamais privé ailleurs d'acheter puisque je ne le paierais pas plus moins cher chez moi. Et quand on est lecteur, on a souvent le sentiment que le prix du livre est cher. Et c'est une réflexion, je ne sais pas si tu l'accueilles à Lyon, mais nous à Paris, on nous dit constamment « Ah, les livres sont chers, les livres sont chers ». Enfin, moi le sentiment que j'ai, je ne sais pas, Nicolas pourra le confirmer, dans l'ensemble des produits qu'on achète,
achètent. Je ne pense pas que le livre soit cher. J'ai même un chiffre que j'ai testé chez Chan sur les 20 dernières années, c'est qu'au fond, un lecteur chez Chan, avec le fonds qui est le nôtre, a en inflation du prix du livre, sur les 20 dernières années, l'inflation globale de nos livres en librairie a été de 2%. Parce qu'on a peu de poches chez nous, on a beaucoup de fonds, de grands formats. Et ces livres-là n'augmentent pas. Donc un lecteur chez Chan a gagné en pouvoir d'achat 20% par rapport à l'inflation globale de ce qu'il dépense pour le reste de ses achats. Ça m'interroge beaucoup, si tu veux. Mais j'ai peu d'écho, même dans la profession et même au sein des éditeurs. Personne ne pose ce sujet-là. On débat toujours en disant frontalement c'est de la faute du propriétaire. Et puis après, on va voir l'État en disant aidez-nous. Là, avant-hier, j'étais à l'Assemblée nationale, reçu par Cherki, le député du 14, qui me dit tu sais, j'ai une très bonne nouvelle avec Hidalgo, on est en train de monter quelque chose pour les librairies parisiennes. On va prendre les baux, vous n'en serez plus propriétaire, mais c'est tellement galère avec les propriétaires, ce sera porté donc il y aura une préemption par les mairies pour les baux commerciaux, et qui plus est, on vous installera dans les établissements qui appartiennent à la mairie, en quelque sorte, et ils pensaient me faire un compliment, en quelque sorte, votre métier c'est une délégation de service public. C'est la raison stricte pour laquelle il y a 15 ans j'ai acheté la librairie Chan, c'est que l'État voulait la classer. À l'époque, je ne sais pas si tu étais déjà à l'ADN, mais l'État voulant la classer, je leur avais répondu non, vous savez, Chan ne sera jamais un musée visité par les Japonais, et donc je préfère que ce soit une société libre et indépendante. C'est une réflexion que j'entends pas souvent. Je peux dire quelques mots, et en essayant de vous toucher, vous, public, qui est au centre finalement de ce jeu-là. Tout d'abord, tu disais que fait l'État. L'État est très peu, on le sait, l'industrie du livre. Sur toutes les industries culturelles, qu'il s'agisse de l'audiovisuel, du cinéma, de la musique, les aides publiques sont très fortes. Le livre est très peu aidé. Si on regarde notre principal opérateur qui donne des subventions, le CNL, les aides que le CNL donne représentent normalement 1 ou 2% du chiffre d'affaires de l'ensemble de la branche. Aujourd'hui, dans le cinéma, aucun film ne se fait sans financement du CNC. Si le CNC n'était pas là, le cinéma français irait assez mal. Donc, peu d'aide. Une industrie vit d'elle-même, de ce qu'elle produit, de ce que les lecteurs achètent, et des libraires qui sont des commerçants, et ils le tiennent à l'être. Deuxième élément, cette intervention de l'État, vous l'avez compris, elle tient sur un élément de régulation, une loi qui est cette fameuse loi Lang. Et c'est un élément important parce que cette loi, elle touche à quelque chose de fondamental où se joint, où se rencontre l'offre et la demande, c'est le prix qui marque une offre et une demande. Et le livre, c'est un des rares secteurs où ce jeu-là, il ne marche pas comme le libéralisme le souhaite. C'est-à-dire, ce n'est pas le vendeur final, on dit le libraire, qui va fixer le prix auquel il vous vend le livre. Non, ce n'est pas le libraire qui fixe le prix. Celui qui fixe le prix, et c'est le principe du prix fixe, c'est l'éditeur. Tous les prix des livres que vous achetez ne sont pas fixés comme le kilo de tomates par Auchan, par les libraires, et ils sont fixés par les éditeurs. Et alors ça, c'est quelque chose, quand on parle à la population, moi j'ai des gens avec qui je parle de ça, qui passent parfois mal. C'est scandaleux, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Nous, on aimerait d'ailleurs acheter le livre le moins cher possible, donc on aimerait qu'Auchan ou que les libraires puissent baisser fortement le prix du livre. Et c'est ce qui m'a été dit en Pologne, quand je suis allé voir les gens du gouvernement polonais, on dit, mais si on met le prix fixe en Pologne, les éditeurs vont en profiter pour augmenter leur prix. Le prix du livre va augmenter, parce qu'il y aura moins de concurrence. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et ce qui se passe est assez intéressant du point de vue de la réflexion et de la position des gens et des acheteurs que vous êtes. Quand on dit, par exemple, que c'est scandaleux que l'éditeur fixe le prix, mais je vois les mêmes personnes qui sont scandalisées quand les producteurs de tomates se plaignent de plus rien gagner, quand les producteurs de porc se plaignent de plus rien gagner, en disant, mais Auchan sert le coût de ces gens est en train de faire nourrir ces gens. Je dis, mais alors, vous voyez que le producteur de tomates fixe son prix, finalement, alors que vous le refusez la possibilité de dire, or, on est exactement dans le même
élément, c'est-à-dire que nous avons donné la possibilité de fixer le prix, non pas au revendeur, que nous avons fait jouer sur son rôle de professionnel du conseil, celui de sa capacité à porter l'offre, mais sur l'élément de la création, c'est-à-dire sur l'éditeur, qui est celui, effectivement, qui fait naître avec les auteurs. Deuxième élément, cette question du prix fixe pose, et c'était le cas pour les Polonais, de la réflexion des Polonais, celui du niveau du prix. Et qu'est-ce que c'est que le bon prix pour un livre, finalement? Qu'est-ce que ce prix-là reflète? Quand on vend une nouveauté à 20 €, est-ce que ça reflète les coûts de l'éditeur, finalement, ou autre chose? Alors, déterminer un prix, c'est une opération économique très compliquée. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le prix du livre, depuis 15 ans, a évolué moins vite que celui du panier de la ménagère. Autrement dit, le secteur du livre, on parle de la déflation aujourd'hui avec la crise, est en déflation depuis 15 ans. Alors que les coûts supportés par les professionnels de la librairie, des revendeurs, sont en augmentation constante. C'est-à-dire le prix des salaires a augmenté, le prix des loyers a augmenté, toutes les charges ont augmenté, alors que le prix auquel le livre vous est vendu a baissé continuellement. Et il a baissé continuellement parce que les éditeurs, précisément, se sont dit, nous sommes dans un système de prix fixe, nous ne voulons pas qu'on nous accuse d'être inflationnistes, donc de nous influer en quelque sorte, et ont été particulièrement modérés dans les augmentations de prix. Et en imaginant aujourd'hui que finalement, en vendant un livre nouveauté à 20 €, on avait atteint une sorte de seuil psychologique pour le public, qui fait que si on commençait à dépasser de beaucoup ce seuil psychologique-là, eh bien, on aurait cette fameuse élasticité, cette sensibilité de l'acheteur au prix commencerait à jouer dans un sens négatif et le marché commencerait à baisser. Donc, le prix fixe, et ça on le dit à la commission, au roi du libéralisme, et je suis un libéral, n'a pas du tout été inflationniste, bien au contraire. Et je le dis là aussi très souvent, la loi Lang a été une loi de concurrence, c'est-à-dire que ça a été une loi qui a permis la conservation, c'est-à-dire à la fois du choix du consommateur, la possibilité pour le consommateur de s'adresser aussi bien à une librairie indépendante qu'à la FNAC, qu'à Auchan, ce qui arrive parfois, qu'au réseau Leclerc, qui a développé une offre tout à fait particulière d'offre voilà, et qu'à l'offre en ligne. Ça a été une véritable loi de concurrence. Et cette notion du prix auquel le livre est vendu, son niveau, le contrôle par l'éditeur, constitue quelque chose de tout à fait capital, c'est la pierre angulaire de tout cet écosystème, avec ses avantages et aussi ses inconvénients. Donc, un certain nombre, il ne faut pas non plus donner à la loi plus qu'elle ne peut apporter, nous en voyons aujourd'hui les limites. Cela étant, je suis tout à fait prêt et je serais très content d'aller chez nos amis tchèques pour leur dire comment fonctionne la loi Lang. Vous avez compris en tout cas que ce débat, parce que la loi Lang, même si c'est une loi de concurrence, on le dit, elle est quand même très mal vue par la Commission européenne, par nos collègues fonctionnaires de la Commission. C'est anti-concurrentiel, c'est ceci, c'est cela. Et ce débat-là, c'est-à-dire la préservation d'une certaine diversité culturelle, ne peut se faire qu'à un niveau international, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, bien entendu, et avec des outils comme ceux de la Convention de l'UNESCO pour la diversité culturelle, qui doit être un outil plus opérationnel encore du point de vue juridique, en tout cas, qui s'impose encore plus finalement à ce niveau-là. Nous avons des interlocuteurs qui en déduisent de toute la mise en cause par les citoyens, par les électeurs, de cette vision monolithique de l'Europe comme un grand marché, ne veulent pas changer, ne veulent pas changer leur modèle, et c'est quelque chose. C'est toujours une expérience assez fascinante finalement pour un fonctionnaire comme je suis, d'aller discuter avec ces gens à Bruxelles et de voir à quel point ils sont totalement critiques à des discours comme ceux que nous tenons dans cette salle. Merci beaucoup Nicolas, je trouve qu'on peut difficilement mieux conclure ce soir. Je reviens juste sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Dans les librairies, on peut remercier les libraires. Je pense que vous parliez de ça. C'est plus facile de remercier un libraire qu'un moteur de recommandation, par exemple, sur sa placerie. Donc, je tiens à vous remercier tous pour cette raison, ainsi bien sûr que Nicolas, que Michael pour son accueil, et aussi merci beaucoup à Jean Gaspard, qui fait, je trouve, là ce soir un travail j'essaie de le perturber mais j'y arrive pas, un travail de traduction consécutive sidérant. Merci beaucoup.